Merci beaucoup et bonjour. Merci pour l'invitation de présenter. J'ai l'honneur de parler un peu sur ce sujet. Il y a beaucoup de points de vue et je facilite l'organisation pour stimuler une discussion. L'usage du cannabis dans notre population, c'est très important. C'est une question des fois personnelle, c'est une question de la famille, c'est une question de médecine, c'est une question de santé publique. Les questions, c'est encore compliqué par le facteur qu'il y a beaucoup de points de vue, le point de vue d'addiction, de dépendance, de toxicomanie. Et pour moi, le point de vue, c'est plus comme un clinicien qui travaille comme médecin de famille dans une clinique de la douleur chronique en laquelle je vois des patients qui souffrent énormément des douleurs neuropathiques, des douleurs nociceptives. Et pour moi, c'est le défi aujourd'hui de peut-être parler plus que la possibilité que le cannabis et les cannabinoïdes ont des usages thérapeutiques, des usages bénéfices. Et je comprends bien qu'il y a beaucoup de discussions sur les risques, mais est-ce comme un clinicien, on se parle de n'importe quel médicament, toujours une balance entre les risques et possiblement d'avoir les bénéfices pour un patient en face de nous. Donc, c'est dans cette façon que je continue aujourd'hui. Je divulgation que j'ai directeur exécutif d'une organisation non but lucratif qui développe et qui stimule la discussion pour l'éducation et la recherche sur les cannabinoïdes et que j'ai une subvention d'une compagnie de faire un essai clinique pour l'usage du cannabis. Pour mes objectifs, de définir un peu, de peut-être en suivant la présentation de Didier, un peu plus rapide, le système endogéneux cannabinoïde qui est très important pour nous comme cliniciens de connaître ce système, comment nous pouvons l'utiliser pour le bénéfice de nos patients. Considération de sécurité, on va parler tantôt d'interprétation des résultats pour une décision clinique, pour une décision en fait plus politique et de considération de pourquoi un médecin qui travaille dans une clinique, médecin de famille, est intéressé d'un changement ou de discussion de la politique de cannabis. Je vais terminer avec une discussion. Vous avez déjà vu une image de la distribution des récepteurs. C'est juste pour dire que oui, les récepteurs sur CB1 sont situés sur les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'addiction, le reward system, les centres de coordination, mais aussi dans les régions qui sont impliquées de la mouvement, de la douleur, de la mémoire, spécifiquement l'amygdala, qui sont impliquées de les mémoires noxieuses comme PTSD. Donc, c'est situé dans des régions très intéressantes pour le développement des médicaments pour essayer de contrôler un peu la douleur. C'est important de savoir qu'il n'y a aucun récepteur situé autour de la système respiratoire. Comparé des opioïdes, les récepteurs sont situés très proches des systèmes de respiration. Donc, sur un surdosage des opioïdes, ça diminue le désir de respirer. Ce n'est pas la même chose avec les cannabinoïdes. Donc, il y a une certaine différence de sécurité des cannabinoïdes et les opioïdes dans ces régions. Et c'est important aussi de savoir que les récepteurs cannabinoïdergiques et le système endogéneux est aussi associé dans beaucoup des autres systèmes physiologiques. Le système gastro-intestinal, le système rénal, le système reproductif, les os. Le système endogéneux cannabinoïde, c'est très intéressant dans beaucoup des autres façons. Et on a juste commencé de savoir comment ce système et pourquoi nous avons tous ce système endogéneux, qu'est-ce que c'est le fonctionne, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser pour des façons thérapeutiques. La façon de contrôler, je ne peux pas nécessairement décrire. On a des autres récepteurs CB2 qui ont on commence de savoir un peu plus. Mais ça contrôle la fonction neurologique. Les récepteurs se situent sur le synapse présynaptique et c'est stimulé par le système endogéneux pour contrôler et pour avoir une transmission des messages neurologiques plus smooth. Et c'est pour cette raison que nous avons tous ce système. Ça contrôle, ça facilite la transmission et le contrôle des messages neurologiques normaux dans notre corps. C'est une de la meilleure connue
connu mécanisme d'avoir l'accès aux cannabinoïdes endogéneux. Et c'est pour la même raison pourquoi si on prend un cannabinoïde exogéneux de l'extérieur, comme de plantes ou la pharmacologie, que ça touche les mêmes récepteurs, ça contrôle le système de transfert des messages neurologiques. On peut l'utiliser ça comme un médicament. C'est dans les derniers 20 ans vraiment que nous avons développé notre connaissance de ce système et qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ce système pour des fins thérapeutiques avec les composés exogéneuses, les phytocannabinoïdes, c'est dérivé de la plante, le THC, le cannabidiol, les synthétiques que Didier a déjà expliqué, la manipulation de la système endogéneux, des récepteurs ou des enzymes qui faire des changements endogéneux. Est-ce qu'on peut bloquer ces enzymes? Est-ce qu'on peut stimuler la production des cannabinoïdes exogéneux? Ça, c'est aussi une façon d'utiliser et d'essayer de toucher les récepteurs cannabinoïdergiques et les autres, parce que ce n'est pas juste les récepteurs cannabinoïdes, c'est encore les autres récepteurs qui sont impliqués dans ce système. Dans les dernières 20 ans, nous avons découvert que ce système cannabinoïdergique est très impliqué dans le contrôle de la douleur chez les animaux. Et beaucoup des études chez les animaux avec les lésions nerveuses, le diabète, le chimo, la neuropathie, la moelle épinière, la sclérose en plaques, douleur cancéreuse, toutes ces études chez les animaux, quand on utilise les cannabinoïdes, soit synthétiques ou soit phytocannabinoïdes, sont démontrés un effet analgésique très important. Donc, c'est pour nous comme cliniciens, est-ce que c'est un système qu'on peut l'utiliser chez les humains? Nous avons déjà développé quelques approches, l'inhibition de les enzymes, les agonistes CB1, CB2. Malheureusement, les approches plus pharmaceutiques dans les dernières 5 à 10 ans n'ont pas démontré des nouvelles drogues. Donc, on reste maintenant avec le système cannabinoïdergique seulement en utilisant les drogues assez crudes, le THC, le cannabidiol, les mélanges, soit de la plante ou soit de la pharmacologie. On a possiblement maintenant la possibilité, en Amérique du Nord, dans tout le monde, de prescrire le THC dans une forme synthétique pour le vomissement, de la nausée et l'anorexie. On peut prescrire le nabilone, qui est un agoniste CB1, pour la nausée causée par la chimiothérapie. Ça, c'est disponible au Canada. Le nabiximol, c'est le spray de cannabis THC dérivé de la plante. C'est pas synthétique, c'est dérivé de la plante et extracté, mettre dans une formulation très bien standardisé, un vaporisateur indiqué pour la douleur neuropathique, pour la sclérose en plaques, pour la spasticité et pour la douleur cancéreuse avancée. Et quatrième, l'herbe de cannabis, qui sont possiblement d'avoir l'accès ici au Canada et importantement dans plus en plus des autres pays, d'Israël, Hollande, des États-Unis, de quelques États. Mais ce n'est pas une approbation officielle, ce n'est pas une indication pour cette drogue. Je n'ai pas le temps de démontrer toutes les études cliniques qui sont faites avec les cannabinoïdes, mais juste pour dire qu'il y a quelques études dans les dernières 10 ans qui ont démontré plus en plus les effets positifs des quelques ingrédients de cannabis et les autres synthétiques, le nabilone, le dronabinol, le nabiximol et l'herbe de cannabis. Il y a une étude qui juste cette semaine qui a été publiée sur la neuropathie diabète qui démontrait les effets positifs sur les douleurs, soit chez les patients qui fument un peu de cannabis et qui prennent les autres cannabinoïdes pharmacologiques. Mais il y a des problèmes avec ces études. Les variables sont toutes différentes. Les patients ne peuvent pas nécessairement répondre la même dose. Donc, chaque personne a leur propre réponse. Les effets indésirables sont trouvés avec les doses plus élevées. C'est clair que les doses plus positives les effets plus positifs sont avec les doses relativement bas. C'est clair qu'il n'y a pas de tolérance. Si on suit les patients pour une longue période, 1 an et plus, la dose reste assez stable. Ce n'est pas la même chose qu'avec les opioïdes qu'on voit une augmentation graduelle de la dose nécessaire d'avoir un effet positif. Pour les cannabinoïdes, les doses restent stables.
Ça touche aussi pas juste la douleur, mais aussi le sommeil et l'anxiété et l'humeur. C'est un effet assez général. C'est pas juste un analgésique comme un anti-inflammatoire. C'est un effet qui touche beaucoup des autres aspects de la qualité de vie du patient. Le problème, c'est que les échantillons de chaque étude sont relativement petits. On n'a pas des grandes études double aveugle, 300, 400 patients chaque étude. Double aveugle, on a des relativement courtes durations, un petit nombre des patients. Donc, ce n'est pas nécessaire possible de démontrer que les effets sont complètement généralisés. Les maladies sont plus chroniques. On n'a pas beaucoup d'évidences que les cannabinoïdes fonctionnent pour la douleur aiguë ou pour les maladies aiguës. Et on n'a pas beaucoup de résultats fonctionnels qui démontrent que le patient qui utilise le cannabis a un meilleur niveau de fonction après quelques mois de l'utilisation. Maintenant, au Canada, nous avons un mécanisme d'accès au cannabis sur un programme fédéral. Donc, on parle d'un changement de politique. On a déjà changé la politique. C'est possible d'avoir accès pour le cannabis légal au Canada en utilisant ce formulaire. C'est un document médical que le médecin doit signer. On a des idées des associations, des avocats pour les médecins qui démontrent que c'est nécessaire pour le médecin d'avoir les connaissances cliniques nécessaires, d'avoir une discussion. Moi, je pense que c'est important pour tout de comprendre que c'est la raison pour on parle d'une politique publique, c'est d'avoir une façon de parler avec des connaissances cliniques. Didier a déjà expliqué qu'il y a beaucoup de questions qui restent à répondre. On n'a pas des réponses black and white. C'est pas facile de répondre avec une question, avec une réponse complètement bien connue. Mais on a un manque d'informations disponibles. Et c'est pour ça, comme un chercheur aussi, que j'essaie de trouver un peu plus l'information. Je parle beaucoup des effets positifs du cannabis chez nos patients de douleurs chroniques, mais aussi c'est important de savoir les effets négatifs. On a déjà expliqué ça. Mais c'est important de savoir que pour un médecin qui parle avec les effets secondaires ou avec un patient, que toutes les données sur les effets secondaires sont dérivés des études des personnes qui utilisent le cannabis pour des fins récréationnelles. On n'a pas beaucoup des effets secondaires pour les patients. Donc, on doit savoir ce qu'ont les effets secondaires chez les patients qui l'utilisent récréativement. Et c'est clair pour moi que les problématiques restent en général plus chez les adolescents et les jeunes patients. Vous avez déjà vu les données, c'est la plupart des personnes qui utilisent le cannabis dans cet âge. Et pour moi, c'est une considération, c'est un conseil très, très important. Mon practice et la practice de mes collègues, c'est plus avec les personnes plus âgées. Donc, on n'a pas les mêmes facteurs de risque. On parle de donner un cannabis pour un jeune homme de 16 ans. On parle des filles, des femmes avec des scléroses en plaques, 45 ans, souffrant, essayer des autres médicaments. C'est une population très, très différente. Et c'est très important de savoir que la plupart des risques restent chez les adolescents, chez les jeunes. Après un âge de 25 ans, les problèmes sont beaucoup différents. Les modes d'administration, encore, on parle de cannabis, c'est pas juste un facteur de cannabis. Il y a, comme Didier a expliqué, beaucoup de différents modes d'administration, la vaporisation, les extractions, les dérivatifs. Nos jeunes utilisent des différentes techniques comme dabbing et vaping, toutes les différentes formes d'utilisation et des différentes formes de cannabis avec des extractions de THC. La vaporisation, c'est très intéressant. On utilise ces modèles pour des essais cliniques qui donnent une certaine reproduction, une certaine reproduction de l'effet d'inhalation. Ce n'est pas nécessaire de fumer le cannabis, d'avoir un effet du cannabinoïde. C'est possible de vaporiser, ça diminue beaucoup l'impact sur les poumons. Et si on parle de cannabis, c'est nécessaire de savoir que les ingrédients des cannabis sont situés dans ces petits trichomes dans la plante de cannabis et que ça contient beaucoup de différentes molécules. Le THC, CBD, ces données sont dérivées des producteurs licenciés du Canada qui ont une licence officielle de produire le cannabis et ils ont produit des produits avec de THC de niveau entre 7 et 25 de CBD avec un niveau de 9 et des mélanges avec les deux ingrédients à peu près 50-50. Et c'est pour nous très difficile de savoir si un
qu'un patient peut bénéficier d'une région plus CBD ou plus THC ou un mélange, c'est des données que nous n'avons pas présentement, que nous cherchons de savoir. Et c'est important de savoir aussi que les différences entre les différentes formes de cannabis sur la roue, ce n'est pas juste le THC-CBD. On a beaucoup qui est entre le 15 et 20 %, mais c'est aussi des terpènes, les autres ingrédients qui donnent le son de cannabis, qui peut-être avoir des effets thérapeutiques, qui peut donner peut-être juste des différences du goût, comme des différents vins, c'est le même niveau d'alcool, mais on préfère un chardonnay, c'est le goût, c'est le son du modèle. On n'a pas beaucoup d'informations sur ces autres ingrédients. Et le cannabidiol, très, très intéressant. Pour moi, cette diapo, c'est juste pour dire que le cannabidiol, présentement, est réglé exactement comme le THC, mais il y a des études des États dans les États-Unis qui ont développé des modèles d'accès juste pour le CBD et pas pour le THC. Donc, c'est un ingrédient très important. Et les études cliniques sur le CBD, ça commence, mais pas beaucoup. C'est une drogue très, très intéressante. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Épilepsie, très, très important. Il y a une étude juste récemment publiée qui démontrait que les effets positifs chez les jeunes patients avec l'épilepsie. Donc, si on parle de risque des adolescents, c'est nécessaire d'inclure dans cette discussion, c'est quoi le risque de donner CBD à nos jeunes de 8 ans, 6 ans avec des épilepsies graves. En finalisé, je pose quelques questions sur la légalisation. Moi, je préfère le mot règlement ou de faire la régulation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un changement de notre politique? Améliorer notre compréhension de la véritable utilisation de cannabis. Toutes les données que l'Institut a vous données ce matin sont dérivées sous un programme de prohibition. La drogue est illégale et c'est encore illégal pour l'usage récréationnel. Toutes ces données sont dérivées dans ce système. Si on ouvre la boîte, si on met le cannabis plus légal, est-ce que ça change la consommation? Est-ce que ça change la vérité de la donnée? Est-ce que le patient peut reprendre plus véritablement? Ça, c'est important de savoir. On a, je pense, une meilleure connaissance, comme avec l'usage médical, de savoir la vérité de l'usage. Et avec ça, une meilleure compréhension de la sécurité. On peut avoir un peu plus de données sur la sécurité du cannabis. On peut essayer de contrôler le message pour les populations à haut risque, comme les adolescents. On peut régler la distribution. L'usage dans nos étudiants, dans nos jeunes, sont malgré la prohibition. Et on peut régler les activités, les contiens des produits, on peut diminuer, on peut contrôler le niveau de THC dans nos produits, on peut réglementer la qualité des produits, de diminuer. On a démontré ça déjà chez les modèles médicaux. On peut avoir les contrôles de la qualité de production, de standardiser le THC-CBD chez ces produits. Et je pense qu'un changement de réglementation peut faciliter un peu plus nos connaissances de cannabis. Merci encore pour la présentation. Pour l'invitation et je suis prêt pour les questions. Merci. C'est une excellente question. On a approché ces questions à beaucoup de différents niveaux. Si on fait une étude dans l'hôpital avec des cannabis fumés, les questions pour l'infirmière, la sécurité de le cleaning lady qui fait de nettoyage après avoir fumé, c'est des questions très délicates. On a essayé de chercher les données pour nous informer, de répondre à ces questions. C'est très difficile. Il y a un excellent, j'ai le temps d'expliquer une étude chez Johns Hopkins récemment qui émet une chambre de plexiglas. Ils mettent des sujets dans cette chambre. Il y a quelqu'un qui fume le cannabis, incroyable nombre de joints. Il y a des autres qui ne fument pas. Ils testent le sang et l'urine des non-usagers de voir si... les images sont incroyables. La boîte est assez fermée, aucune ventilation. Il y a une certaine élévation de la nombre des personnes qui testent positif dans l'urine, qui n'utilisent pas le cannabis, mais c'est dans un environnement assez toxique que les personnes doivent utiliser les masques comme tear gas, les grands masques pour éviter Et c'est pas possible d'avoir une personne, peut-être dans une voiture avec quelques amis, avec les fenêtres fermées.
Mais ce n'est pas possible de démontrer que dans un usage plus typique avec le fenêtre ouvrie, avec un peu de ventilation, que les gens qui n'avaient pas utilisé le cannabis testent positif. Ça ne dit pas que les effets cognitifs sont là, mais je pense qu'on approche ces données maintenant. C'est une question très importante, mais on n'a pas beaucoup des nouvelles.